4 Corsair. Symbolise quelque part l'excellence américaine, l'excellence en conception d'avions, en production d'avions. Ce sont les avions de la victoire, ce sont des avions qui, plus de 80 ans après, nous font encore vivre. On a parlé tout à l'heure du Corsair. Le Corsair, c'est l'avion essentiellement du Pacifique, c'est l'avion de Boeington. On va revenir dessus un peu tard. C'est un avion, lorsqu'il arrive en Europe en 1943, qui commence à révolutionner, bien sûr, la chasse, mais surtout le bombardement, parce que c'est un avion qui a de l'autonomie, il commence à aller assez loin. Aller assez loin, ça veut dire accompagner les bombardiers qui vont vers la Roure, bien sûr, là où se trouve le bassin industriel, mais aussi peuvent aller un petit peu plus loin. C'est pas encore l'avion qui permettra de faire l'aller et le retour avec un accompagnement. Ce sera le rôle du Mustang, celui qui est tout à fait à gauche. Cet avion, au-delà de ça, il se pilote de façon différente. Là où on est habitué à avoir un manche entre les jambes, on aura ce qui ressemble plus à un volant. Et c'est pratique de tourner à deux mains quand on a une aussi grande voilure. Cet avion, il est aussi entré dans l'histoire de France. Il est rentré dans l'histoire de France en 1944. 1944, c'est l'année du débarquement de Normandie, c'est le débarquement de Provence. Avant le débarquement de Provence, eh bien, on a besoin d'images, on a besoin de reconnaissance. On cherche à comprendre comment l'ennemi... François l'a évoqué tout à l'heure, ce pilote, c'était d'abord un pilote qui avait connu l'épopée de l'aéropostale, qui avait été le compagnon de Guillaumet et de Mermoz, ça s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Et ce pilote, Florentiac des trois appareils s'est séparé. Aujourd'hui, c'est le Mustang. Le Mustang est devenu leader. Le Corsair le suit. Le Mustang est un avion assez extraordinaire. De siffler. C'est un avion qui est lu comme le Spitfire, une véritable icône de la guerre. On peut se demander d'ailleurs un petit peu supérieur pour finalement pouvoir revenir avec eux. Et justement, ce P-38, on disait qu'il avait été présent sur là où la boucle est bouclée, on parlait tout à l'heure des volontés très véhémentes de la sont larges, ils ont un exercice en cours. Néanmoins, le raid de Pearl Harbor va être absolument stupéfiant. Les Américains sont attaqués au cœur d'une île qui pour eux est une extrace de 100 porte-avions à la mer simultanément. Des avions emblématiques de cette époque, eh bien, c'est le Curtiss P-40, celui qui est au-dessus de nos têtes. C'est un avion qui est déployé d'abord en Chine. Il fait partie d'un groupe américain un peu particulier. C'est un groupe aujourd'hui on dirait de mercenaires. C'est des mercenaires qui sont basés en Chine et qui combattent, puisque la Chine avait été attaquée déjà par le Japon avant les États-Unis, qui combattent les Japonais. Mais c'est une formation, on va dire paramilitaire. Certes, les pilotes sont des pilotes militaires américains, ils ont quitté l'armée pour rejoindre ce groupe de volontaires américains. Et ils ont souvent cet appareil, Curtiss P-40, comme monture. Ces avions de véritables boîtes à bonbons. Voilà, cet avion, il nous vient de l'ouest de la France. Il est basé, si je ne m'abuse, à Niort aujourd'hui. Et il est unique. Il est unique en Europe parce qu'il est assez difficile, évidemment, à mettre en œuvre des avions de cette époque, tant ils sont compliqués à entretenir, mais aussi à nourrir, parce que c'est un avion qui consomme beaucoup de carburant.
c'est pas vraiment un avion économe sur le plan de l'énergie. On en est au balbutiement des turbines et il faut être particulièrement bienveillant et ne pas lire cette époque-là avec notre grille de lecture actuelle. On n'était pas encore dans des objectifs de préservation de la planète, on était au sortir de la guerre, dans un contexte de guerre froide qui nous imposait un réarmement massif et qui demandait surtout à avoir des outils d'entraînement qui permettent justement d'assurer ce réarmement, des machines à côté et des pilotes de l'autre. Cet avion, comme tous les avions d'entraînement, il est donc biplace avec un instructeur qui se place à l'arrière, un élève pilote qui est à l'avant et un élève qui va découvrir un nouvel univers. La prestigieuse école d'aviation de chasse qui était pendant des années à Tours. Elle a connu ici un passage à Meknès au sud de la Méditerranée qui est aujourd'hui installée sur la base aérienne Saint-Cyboire de Cognac. Effectivement, on voyait Honfleur, Hambourg, Vesoul avec un avion comme ça, puisque c'est un avion qui avait pour objectif de promener les pilotes un peu partout en France, y compris à basse altitude. Et si je ne m'abuse, la R45 passe par Vesoul. La R45, c'est la zone d'entraînement à basse altitude, avec air pour restriction. Encore une fois empirique, et c'est arrivé après tous ces modèles qu'on a pu avoir en soufflerie, on voyait comment ils pouvaient se débrouiller, et avec un moteur, ça nous permet de passer à de haute vitesse comme c'était à l'instant. Et rapidement répondre, et on le verra dans quelques minutes à travers le F-86 Sabre qui deviendra à peu près l'ennemi. Oui, il était véritablement son némésis, et parmi les As. Dans cet avion, eh bien, il a dû passer une qualification. Cette qualification, elle a commencé au tout début. Et oui, on est sur l'ancêtre des commandes de vol électriques. Mesdames et messieurs, la 400M revient sur votre gauche pour un passage basse altitude à grande vitesse. Et l'équipage se prépare à vous saluer par un battement d'aile d'une soixantaine de degrés chacun. Évoquez ainsi la manœuvrabilité de l'appareil à grande vitesse. Ici 290 nœuds, soit environ 540 km/h. Ce type de vol est représentatif des manœuvres effectuées sur un théâtre d'opération. Vivre la prochaine manœuvre de l'intérieur. Cette forte inclinaison qui amène l'appareil à la limite de son domaine de vol s'effectue avec un taux de roulis de 30 degrés par seconde, ce qui est impressionnant pour un tel appareil. Il offre aux équipages des possibilités évasives à l'aide de manœuvres très serrées, imposant à l'aéronef un facteur de charge allant jusqu'à 3G. À travers cette manœuvre, vous avez bien sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, mia luna, sei qui con me. Io sono e tu sei qui con me, con me, con me, con me.
premier passage vous laisse vous mettre dans la peau d'un apprenti. Précision, la division d'attention et le sang-froid sont autant de qualités recherchées par les instructeurs chez leurs élèves. Et à nouveau, ils se représentent vers nous pour le passage à la grecque. Du coup, je dirais le micro à côté de la radio, vous puissiez écouter le leader, Sloggy, donner l'ordre d'éclatement dans quelques instants. Ils font face à vous, chers publics, avec un virage à plus de 6G. Les avions se font face et à l'issue du croisement vont engager le Deux virages très serrés. Axel va maintenant simuler une phase de tir missile RR puis canon devant se rassembler sur le Beechcraft modèle 18, on l'appelle souvent le Twin Beach. C'est un avion bimoteur, il aura marqué l'histoire de l'aviation civile comme militaire. À bord, on va retrouver 2 pilotes. En place avant et à l'arrière, on peut installer jusqu'à 11 passagers. La motorisation, vous l'avez entendu, des moteurs en étoile, le WAP Junior, 450 chevaux chacun. Et tout à l'heure, on parlait de 360 nœuds pour les PC-21. Là, ce sera 350 km/h. Mesdames et messieurs, pour leur second passage, en face de vous, préparez les appareils photo. C'est la Classic Formation. Pour l'instant sur le Beechcraft avant de vous présenter le C-47, la version militaire du très célèbre C-47, tandis que revient en face à nous le Beech 18. Alors, un fait remarquable quand même sur Beechcraft, qui avait appris à piloter sur les genoux de son père. Son père était pilote agricole, il avait une petite compagnie qui faisait de l'épandage agricole et Betty, toute jeune fille, avait baigné dans cet univers. Et devenue jeune femme à 19 ans, elle rencontre Curtis Pitts et lui dit « Mais voilà, monsieur Pitts, est-ce que vous pourriez me prêter votre avion ? Je voudrais m'engager sur un championnat de voltige aérienne. » Et donc elle a rejoint Pitts, elle a pris son avion et elle est allée s'aligner sur un championnat aux États-Unis. Et imaginez-vous qu'elle a gagné ce championnat. D'ailleurs, il faut faire des publicités et imaginez-vous qu'elle est devenue pilote d'essai de voiture. Était devenue pilote d'essai de voiture pour la firme Mercury et elle a même tourné des publicités. Si vous avez la curiosité, vous pouvez les retrouver sur Internet. Alors il y a quelque chose qui vous échappe pas, c'est que cet avion, ce Pitts, il est étrange. Il est étrange par le bruit qu'il fait. Par sa motorisation, puisque c'est un avion. Mais oui, avec un gros moteur.
qui étaient conçus justement en France pour soulager l'industrie allemande. On les a renommés et la cigogne est devenue le criquet. Oui, c'est un appareil qui a été utilisé militairement après la Seconde Guerre mondiale par la France, en particulier en Indochine. Il a été utilisé, je crois, aussi un petit peu en Algérie. C'est un appareil qui avait les qualités des avions qui précédaient l'utilisation finalement des hélicoptères. C'est-à-dire qu'on pouvait faire de l'observation, on pouvait faire du réglage de tir d'artillerie. Les appareils américains comme les Piper Cub faisaient exactement le même job. Mais c'est aussi un appareil qui pouvait se poser sur quasiment un terrain de football, redécoller. Et d'ailleurs, il y a eu un épisode célèbre en Italie, une opération aérienne et d'un commando qui a débarqué, qui est allé chercher Mussolini, le dictateur italien qui avait été emprisonné. Et le chef du commando, Scorzini, qui était un sinistre personnage, avait réussi d'ailleurs. Et puis on avait du côté américain et anglais développé des bombardiers long courrier, on va qualifier. Ces bombardiers, forme de miracle. Et voilà, c'était l'engagement d'un homme dont le cœur avait été brisé. Et néanmoins, ça ne l'a pas empêché heureusement de reprendre le cinéma en 1945 et de tourner, notamment avec Marilyn Monroe. Et justement, en parlant de cinéma, il serait inconcevable de ne pas citer justement le rôle de ces gunners dans la culture populaire, ne serait-ce que si on prend un film de science-fiction aérienne. Le contrôle aérien est l'un des grands métiers nobles de l'aviation, grands métiers nobles parmi lesquels on retrouve également les pilotes, qui justement reviennent sur notre droite avec un tableau qui cette fois vient illustrer une situation que l'on a connue il y a 80 ans. Et oui, il y a 80 ans, voilà, reviennent devant nous les deux avions. Le Dakota, symbole de cet effort gigantesque de la plus grosse opération militaire de l'humanité, et le Spitfire. On va revenir bien sûr sur le prélude d'une opération navale hors du commun et d'une opération terrestre qui se prolongera jusqu'à Berlin, presque un an après. Le Douglas qui nous est présenté est né C-47, précisément C-47B-35DK. Ça ne vous parle pas, mais ça veut dire simplement que cet appareil était configuré pour tracter des planeurs. Il a fait la fin de la guerre dans le Pacifique. Il n'a pas fait le débarquement, mais il a fait le CBI, China, Burma, India. Il a combattu de la même façon que les avions ont combattu en Europe, bien sûr, débarquement de Normandie, puis le débarquement de Provence. Ils ont combattu à l'autre bout du monde. Il est rentré dans l'histoire, cet avion, dans la nuit du 5 au 6 juin. Il est devenu l'avion de libération, un symbole, une icône. Pour vous laisser apprécier le chant des cylindres. Oui, cet appareil Dakota est mis en œuvre par une association qui est basée aussi à Melun-Villaroche, qui s'appelle Un Dakota sur la Normandie. Elle a participé le 6 juin au défilé officiel, et oui, avec 5 autres Dakota et 5 chasseurs britanniques au-dessus d'Omaha Beach dans l'après-midi, précisément à 16h, et j'avais le bonheur d'être aux commandes de cet appareil pour cet événement hors du commun. Et puis tout au long de l'été, il a survolé les villes du Var, puisque le Var a vu un débarquement très important, celui de Provence. Et cet avion a eu le privilège d'être invité, et tout au long du mois d'août, de survoler ces villes du Var, y compris les plages de Cavalère, les plages à Sainte-Maxime, celles qui ont vu débarquer l'armée de Provence, Mesdames et messieurs, c'est le son de la bataille d'Angleterre.
Et elle va se dérouler tout au long de l'été. C'est un bel été avec un ciel qui ressemble à s'y méprendre à celui d'aujourd'hui. Et dans le ciel, un millier d'aviateurs anglais, mais aussi d'aviateurs polonais, tchèques, néo-zélandais, américains, une poignée de Français vont se battre pour empêcher l'invasion allemande. Ah oui, mais en face, il y a des jeunes gens qui sont équipés de Hurricane, qui représente, c'est un avion anglais bien sûr, qui représente à peu près 2/3 des avions déployés, et puis d'un avion qui arrive qui s'appelle le Spitfire. Et c'est précisément le Spitfire qui vous est présenté aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de l'année 1936 comme étant une année charnière, bien qu'on ne le sache pas encore à cette époque. Tout comme rien ne prédestinait Churchill à un destin qui n'aurait pas eu lieu sans la Seconde Guerre mondiale, son parcours politique est intimement lié à la guerre. Le parcours militaire du Spitfire était aussi hors norme et on n'aurait pas pensé à son premier vol en 1936 qu'à la fin de la guerre, on en aurait développé plusieurs milliers. Oui, c'est un avion qui est né du cerveau d'un ingénieur britannique qui s'appelait Reginald Mitchell. Reginald Mitchell, il avait rejoint une toute petite firme, la firme Supermarine. Et Supermarine, comme vous pouvez peut-être vous en douter, elle fabriquait des hydravions. Et elle fabriquait en particulier des hydravions de course, parce qu'à l'époque, dans les années 30, c'était de la compétition entre les nations, n'était pas encore une compétition militaire, mais c'était une compétition sous forme de course d'hydravions. Et les Anglais n'ont jamais su évidemment ce que cet avion fera pendant la guerre et combien il fut utile, et il reste aujourd'hui cette icône de l'aviation. Créant ainsi une véritable... On a pris une hélice de 4 mètres de diamètre. On a un avion où le pilote est assis à 4 mètres de haut. Il a un moteur qui fait 3,50 m devant lui. Il est assis sur l'aile. Alors c'est une sensation tout à fait particulière. Et on a un avion qui est un avion extrêmement performant. C'est un avion qui est destiné au départ à être embarqué sur le porte-avions, mais il fait peur. Il fait peur à ses pilotes, et on va d'abord le déployer au sol pour reconquérir le Pacifique. C'est un faiseur de veuves dans un camp comme dans l'autre. On n'est pas encore habitué à avoir des moteurs si puissants, des moteurs avec un torque, c'est-à-dire un couple gyroscopique aussi grand. Lorsqu'on va mettre la manette des gaz vers l'avant, on va y aller progressivement, puisque sinon l'avion est tellement motorisé qu'il partirait directement en autorotation. Qu'il échappe au tir et surtout qu'il échappe au fait d'être descendu. Tellement les armes sont puissantes. Il y a des mitrailleuses, il y a également des canons. C'est un avion qui vole vite, qui vole haut, qui vole loin, avec donc des cendriers à bord de l'avion. Il y a de la place. C'est un avion roulis, comme disaient les Américains. Et surtout, c'est un avion qui ramène ses pilotes. Il est correctement blindé, le siège est blindé, et quand vous prenez des obus par l'avant, eh bien vous avez cet immense moteur qui vous protège. C'est un avion, il y a des tas de légendes sur le Corsair. On dit que l'avion a ramené les pilotes alors qu'il manquait des cylindres. Tout cela est en partie vrai.
C'est un avion qui donne confiance et pour être efficace quand on est pilote de combat, il vaut mieux avoir confiance dans sa machine. C'est un avion de reconquête. Je vous parlais tout à l'heure de Boyington et de la série télévisée, mais la série télévisée, elle a évidemment romancé l'histoire, mais Boyington a vraiment existé. Boyington était un homme plus âgé que les autres pilotes de l'époque, c'est pour ça qu'on l'appelait Papy. Boyington était un homme redoutable, c'était un teigneux comme on dirait aujourd'hui. Et à la tête d'équipage qui n'étaient pas des repentis ou des rebuts de l'armée américaine, il a, à travers la VMF 214, et bien tout simplement, il a créé, constitué l'une des meilleures unités de chasse du Pacifique. Ces unités, elles étaient déplacées d'île en île, parce que le principe de la reconquête du Pacifique et de la victoire contre le Japon consistait à contourner en fait les obstacles pour les Américains. Bien sûr d'avoir une supériorité maritime à travers le déploiement des porte-avions. Au moment de la bataille de Midway, les Américains déploient 6 porte-avions. Ils sont équipés voulait absolument attirer les Américains dans un piège. La contre-offensive a encore mieux fonctionné. Et là où initialement les avions étaient véritablement faits, ils arrivaient à faire, c'est quand on a vu leur structure en bois, que l'on a finalement compris pourquoi ils avaient un rayon de virage si petit et pourquoi il était difficile avec ces avions de les intercepter. Il y avait particularité. Une fois qu'on aura compris comment volaient les Japonais, avec une technologie supérieure, on va rapidement récupérer la maîtrise du ciel. Oui, les Japonais avaient réveillé l'ours américain. L'ours, il était endormi, il avait hiberné, mais il avait une puissance industrielle incroyable. Et l'intelligence des Américains a été certainement liée à leur pragmatisme industriel qui consiste en particulier à organiser cet effort de guerre. Cet effort de guerre va permettre de construire des mines de l'air vers l'arrière. Si dans un espace clos, qu'on appellerait une chambre de combustion, on met à la fois du carburant et de l'air et qu'on allume ce mélange, on va augmenter la pression. Cette pression va sortir par l'arrière, ça s'appelle une tuyère. Et bien cette tuyère, elle se retrouve sur cet avion qui s'appelle le DH-100 Vampire. Périssable. Voilà, le P-51 a laissé sa place à un autre oiseau de guerre. Mais je voudrais juste conclure sur le caractère incroyablement sexy de cet avion. C'est un avion qui est beau, qui est étonnamment beau, qui est fort, qui revient aujourd'hui à Belin-Villaroche après avoir foulé cette masse d'air de nombreuses fois. La boucle est donc bouclée et on peut passer à cet autre monstre de puissance, l'un des avions de cette génération les plus puissants. On ne peut pas évidemment ignorer le bruit qu'il fait. Il n'a pas pu voler hier et c'est toute une chaîne logistique, une chaîne d'amitié qui s'est mise en place pour aller récupérer des pièces du côté de Dijon avant de revenir ici à Belin. Cet avion est petit peu. Et oui, il s'agit du Hawker Sea Fury. C'est un avion de l'immédiat après-guerre. C'est un avion qui vole dans les fins des années 40. C'est un avion anglais qui est équipé d'un moteur assez curieux. C'est un moteur à cylindre à culasse, à chemise louvoyante. C'est-à-dire qu'il a un système d'alimentation en air et une combustion tout à fait particulière qui en fait un appareil assez brillant avec un moteur qui est fiable, même s'il est étrange dans son fonctionnement quelque part. En fait, on a éliminé les soupapes. C'est un avion qui est destiné à être embarqué sur porte-avions. Donc il a des qualités de décollage avec une puissance extrêmement importante. On est sur, là encore, plus de 2000 chevaux. Je vous rappelle qu'au début de la guerre, certains avions faisaient à peine 800-850 chevaux. Les meilleurs étaient à 1000 chevaux. Donc on bénéficie de tous les progrès en matière de motorisation. Et les Anglais étaient très très forts sur la mise au point des moteurs. C'était des motoristes de talent, avec notamment cette firme Rolls-Royce, mais pas seulement. Et donc on fabrique un avion en lui mettant un moteur extrêmement puissant, une hélice extrêmement imposante. Donc on est un peu sur la formule du Corsair.
une aile moderne. Et on obtient un avion assez efficace, un avion embarqué qui va notamment s'illustrer en Corée, puisqu'ils seront déployés à un moment donné en Corée. L'appareil qui est présenté aujourd'hui vient de Bourgogne, il est basé actuellement à Dijon-Darrois. C'est une petite piste, elle fait moins de 800 mètres. Et cet appareil est mis en œuvre par un pilote émérite qui s'appelle Bruno Ducreux. Bruno, il est pilote de voltige depuis très longtemps, mais il a commencé, imaginez-vous, sa carrière d'abord comme pâtissier. Et puis de la pâtisserie, il a un petit peu ennuyé, il est passé à la mécanique avion, il est devenu un spécialiste de la maintenance des avions, avions modernes, mais aussi avions anciens. Et en même temps, il nourrissait une passion pour le pilotage, et en particulier pour la voltige, qui l'a amené à devenir pilote de voltige, pilote de compétition donc. Et puis il a mis au service de ses avions anciens son talent de pilote et de voltigeur, et sa sensibilité. Cet appareil conçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas du tout participé au combat pendant la guerre. Il est arrivé, il était déjà surclassé en 1945-46, surclassé par les jets, notamment le Vampire que l'on a vu, ou le T-33, ou son grand frère, le P-80 Shooting Star. Et pourtant, cet avion resta dans l'arsenal militaire américain pendant de très nombreuses années, jusqu'à la fin des années 60, au milieu des années 70. Alors, à quoi doit-il sa longévité? Comme François le disait tout à l'heure, tout simplement à sa capacité d'emploi. C'est un appareil qui emmène autant de bombes, autant de charge en tout cas, qu'un B-17. C'est-à-dire qu'avec un seul moteur, il emmène ce qu'un B-17, une forteresse volante embarquée avec 4 moteurs en réalité. C'est un appareil extrêmement moderne. Il dispose notamment de dispositifs hydrauliques avec des ailerons qui sont commandés par des servocommandes. C'est ce qui est une technologie qui fut utilisée à l'époque dans les premiers jets. C'est un appareil qui est pourtant très traditionnel à travers sa motorisation, un moteur en étoile double rangée, une hélice aéroproduct absolument immense. Et vous voyez les qualités de manœuvrabilité de cet appareil, on fait un petit peu ce qu'on veut, alors que c'est un appareil qui pèse déjà plus de 5 tonnes à vide. Plus de 5 tonnes à vide et pourtant 3,6 tonnes d'emport disponibles. On parlait de cet imposant moteur en double étoile, 2 fois 9 cylindres pour une puissance qui va avoisiner les 3000 chevaux. Il aura évolué pendant toute sa vie, il se sera adapté aux nouveaux usages qu'on voulait en faire au-delà de son rôle de canon à armement, de bombardier. Et les dernières variantes étaient étudiées pour ajouter des emports, notamment une arme nucléaire. C'est un avion qui est absolument époustouflant et lorsqu'on le voit évoluer de cette façon-là, il n'est plus un canon à armement, il est presque un avion de voltige dans son rapport poids-puissance. C'est un avion qui fut utilisé sur différents théâtres d'opération, fut utilisé notamment par l'armée française. Les derniers exemplaires ont été offerts à des pays alliés, notamment le Tchad, puisque dans les années 70 sorti, ce qui est assez rare pour un avion, en présentation du tir, on passe sur le dos, et on rentre le train. Ah non, il n'a pas rentré là. On a coutume de dire que le moteur d'un avion de la guerre de Corée. Contre la Corée du Nord. Ouais, c'est un fait historique, c'est aussi notre actualité. Et cette guerre, elle va se déménager également, bien sûr, en Indochine. D'abord, on sera à nous, les forces françaises un peu seules, malgré le soutien en
matériel américain. Elle se terminera le 7 mai 1954 à Dien Bien Phu. C'est de l'avenir que nous vivrons dans 20 ans. Qui sommes-nous pour juger? Absolument. Et cette guerre d'Indochine, elle sera évidemment poursuivie par la partition entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, et les accords qui avaient été passés de non-agression, évidemment, ne seront pas respectés. Et c'est ainsi que le conflit indo-chinois se transformera en la guerre du Vietnam, avec cette tragédie qui durera jusqu'aux accords trouvés au milieu des années 70. Personnes simultanément sur cet appareil, avec des pointes à près de 70 personnes œuvrant à la restauration de l'avion. Mais il avait été transformé pour en transporter à peine 25, avec un cabinet privé, avec plusieurs carrés où on peut prendre le temps de siroter du champagne ou du whisky, ou peut-être encore de la vodka. Il y a un bar en acajou. Voilà, on va percher sur un corps de plus d'1,80 m. Mesdames et messieurs, sur votre droite, à plus de 700 km/h, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la très prestigieuse patrouille Tranchant. Un voyage dans le temps pour cet avion qui aura volé pour la première fois au début des années 50 pour l'armée de l'air qui avait commandé cet appareil. C'était l'occasion d'avoir un avion bimoteur, un avion d'entraînement pour former les pilotes à la fois à l'art de maniement d'une turbine, mais également à la gestion d'un bimoteur. Cet avion l'on trouvait dans le sud-est de la France sur la base aérienne 701 qui forme tous les officiers de l'armée de l'air. Il aura formé des générations entières de pilotes de chasse. On se délecte du calme de cette masse d'air qui est en train progressivement de brasser ces fumigènes qui viennent donner à cette démonstration le panache qu'elle mérite. Quatre avions, 4 pilotes, à sa tête Hugues Duval. Il était le plus jeune pilote qualifié sur Fouga Magistère à l'âge de seulement 18 ans. Il est aujourd'hui commandant de bord chez Air France. Exceptionnel, pas seulement parce que Yankee Delta possède également un steerball, un haussard et un cri-cri électrique depuis lequel on peut décoller depuis les airs avec la navette bretonne, un numéro qui n'a rien à envier au cirque aérien des années 30. Lorsqu'il ne pilote pas son Airbus A320, Hugues Duval est aux commandes de sa machine. Et d'ailleurs, si vous souhaitez prendre les airs sur Fouga Magistère, ici depuis Melun, c'est possible et ça se passe sur yankeedelta.com. Et après Hugues, j'aimerais vous présenter les moustaches les plus célèbres de l'aéronautique contemporaine. Il tire sur les manches, mesdames et messieurs, Jacques Crine. Également deux personnalités très connues, Pierre Fage et Dominique Loire. Et qui vit à l'arrière de l'avion, c'est le bruit très caractéristique des moteurs turbo-méca Marboré.
Barboré 2 ou bien Barboré 6 selon la version que l'on va utiliser. Précisons que cet avion a été également navalisé pour former les équipages de la Marine nationale. On l'appelle le Fouga Zéphyr. Aujourd'hui, ce sont 4 Fougas magistères qui ont été restaurés et qui sont entretenus à Rennes chez Yankee Delta qui sont en train d'effectuer cette démonstration. Alors que Jacques est en train de nous honorer de quelques belles arabesques dont lui seul a le secret, l'équipe s'est regroupée et ils vont revenir d'ici quelques secondes pour enchaîner une séquence extrêmement dynamique. Cette fois, on va effectuer une double boucle. Regardez, ça se passe sur la droite, les 3 avions sont regroupés alors que Jack effectue. Magnifique oreille, on laisse tomber la vitesse, on met le nez de l'avion un peu sur l'horizon, exactement comme cela. Sur votre consécutive. Sur votre droite, regardez, 3 fumées. Hugues revient avec ses 2 ailiers. Étagement, retrait, écartement, tels sont les maîtres mots du vol en formation. Rien de bien nouveau pour ces Shibani qui ont plusieurs milliers d'heures de vol. Sur votre droite, la double boucle de la patrouille tranchant. Le facteur de charge augmente, on est légèrement placé dans son siège écartant, on fait corps avec la machine. La vitesse augmente et là le facteur de charge va rester constant. 4G, toujours au bas de cette double boucle. On ne se laisse pas distancer, on remonte légèrement. Voilà, un petit peu plus de gaz. Sur le Fouga Magistère, il faut beaucoup anticiper. Il faudra 10 secondes entre le régime moteur minimum et le régime moteur maximum. Un petit peu d'énergie, un petit peu d'inertie. Pour ces moteurs sur le bateau. Supérieur à 700 km/h et justement sur la gauche, Hugues revient pour dessiner dans le ciel de Melun une barrique. On va tirer sur le manche et une fois qu'on aura atteint 45 degrés de montée, on va incliner sur la gauche. Et c'est son instinct de pilote de chasse qui est en train de reprendre le dessus. Regardez la vitesse avec laquelle Jack est revenu dans la formation. Tel l'oiseau sur sa proie. En essayant d'aligner votre rétroviseur avec le rétroviseur de l'autre voiture, c'est ce qui se passe. Mais cette fois, ça se passe dans la 3e dimension à une vitesse proche de 500 km/h. Un nouveau panache de fumée blanche pour venir piloter en transparence les uns par rapport aux autres. On va essayer de regarder l'avion leader en prenant en compte la position de l'ailier qui se trouve juste derrière Hugues. Et cette fois, c'est en colonne qui se représente sur votre droite.
Et je vous parlais de l'escalier visuel généré par la colonne. C'est ce qu'il vous montre avec ce passage à plat en colonne. Et là, je peux vous garantir que les avions peuvent compter les rivets les uns par rapport aux autres. Hugues Duvol est un homme incroyable. Il porte ce projet à bout de bras depuis près de 20 ans. Il emmène avec lui des pilotes incroyables, tout aussi incroyables que l'histoire de cette patrouille. Cela fait des années qu'elle vient habiller les spectacles aériens. C'est une véritable prouesse, une prouesse technologique et surtout une aventure humaine hors du commun. Cet homme sait fait donner. C'est la passion de l'aéronautique, la passion de la voltige et la passion du jeu. Mesdames et messieurs, c'était la démonstration de la patrouille Tranchant. Rendez-vous sur yankeedelta.com. Hugues, chers amis, merci pour tout. Un tonnerre d'applaudissements pour la patrouille Tranchant, s'il vous plaît.